il y a une rançon, l'assurance vient payer la rançon, et ça, c'est hors de question. Il y a aussi à un moment donné un manque de chef sur ce sujet. Servir l'État, ça demande des sacrifices. On n'imagine pas le nombre de données que manipule une collectivité territoriale, c'est énorme, hein, ça va de la naissance à la mort. On a les fuites de données qui sont actuellement quand même épouvantables, et ça touche là tout secteur. C'est un retour, peut-être pas d'amour, mais d'intérêt vers la chose publique. Si dans la norme ça s'appelle un plan de sauvegarde, il ne faut pas que la réglementation réinvente le programme de sauvegarde. Le jour où j'aurai une vraie merde, c'est loin l'Irlande. Bonsoir à tous et bienvenue à cette nouvelle émission Risque Intel Média, ce soir en partenariat avec Adista. On va parler du sujet suivant, cybermenaces sur le secteur public, vulnérabilité budgétaire, vulnérabilité cyber. Et avec nous, 4 experts qui vont pouvoir répondre à mes questions, mais également aux vôtres. Avant de commencer à leur poser des questions, on va commencer par leur donner la possibilité de se présenter. Et je vais commencer justement par Cyril Berthy. Bonsoir Yasmine, merci pour ton invitation et merci pour le thème qui, sans nul doute, nous permettra de débattre tous les 4 avec beaucoup d'enthousiasme. En quelques mots, je suis directeur du développement commercial d'Adista et Adista appartient au groupe Inhérent. Donc on transforme l'IT au quotidien dans les territoires pour les PME, les ETI, donc entreprises de taille intermédiaire, mais également les collectivités territoriales. Et à ce titre, on suit les DSI, on les accompagne au quotidien sur le secteur public et la santé. Et je suis moi-même très intéressé par les questions que tu poseras et les réponses que nous apporterons tous ensemble. Merci beaucoup. René-Étienne Thiel. Alors bonsoir, merci pour l'invitation. Je suis le RSSI du groupe Carac, une mutuelle assurance prévoyance retraite qui commercialise des produits d'assurance vie, des plans épargne retraite, mais également la retraite mutualiste du combattant, par exemple, ou encore récemment des produits liés à la défense. Et d'autre part, je me suis engagé dans le secteur public en 2003. Et j'y suis toujours parce qu'aujourd'hui, je fais partie de la réserve opérationnelle du commissariat au numérique de défense depuis peu de temps maintenant, nouvellement créé. Et entre ces deux parties, j'ai travaillé au bénéfice de 4 ministères différents, souvent en qualité de RSSIP, donc d'RSSI sur des projets. D'accord. Et aujourd'hui, je suis mis à disposition de la direction d'un projet de l'état-major des armées. Voilà. Donc j'ai eu l'occasion de travailler dans la cyber ministérielle, on va dire. Voilà. Ah bah parfait, parce que c'est le sujet du soir, donc c'est magnifique. L'amiral Arnaud Coustière. Oui, donc moi j'ai passé une quarantaine d'années au ministère des Armées avec une double culture, une carrière maritime et après une carrière dans le numérique, avec la particularité d'avoir été DSI de la Marine et directeur général du numérique. Donc j'ai été DSI d'un côté et de l'autre côté d'avoir pendant à peu près plus de 9 ans créé la cyber du ministère des Armées. Et une particularité pour ce soir, c'est que j'ai commencé à assister aux réunions interministérielles de création, de refondation de la cyber de l'État avec la création de l'ANSSI à peu près de 2008-2009. Donc un regard sur toute cette période qui nous amène aujourd'hui et où le sujet est quand même toujours autant d'actualité sur le secteur public et un secteur public qui est quand même extrêmement hétérogène entre les grands ministères régaliens, les ministères moins régaliens, les services déconcentrés dans l'État et tous les opérateurs, puis les communautés territoriales, les hôpitaux. Donc c'est quand même un panel extrêmement large et extrêmement divers. Mais moi qui je trouve extrêmement intéressant puisque c'est quand même la relation aux citoyens. Ce sont les données de nos citoyens, c'est pas n'importe quoi. Soit c'est les données régaliennes de l'État, soit c'est les données de nos citoyens. Et ce n'est pas, on n'a pas le droit de jouer avec. Voilà, mais je sais quelque chose d'éminemment politique donc chaque brique doit être totalement persuadée. On ne joue pas avec des choses qu'on peut donner à un tel, n'importe qui. Voilà. Ça fait partie du pacte citoyen. Et Pierre Marin. Eh bien, bonsoir, merci de cette invitation que je prends avec plaisir avec mes camarades autour de la table. Il se trouve que moi, je suis le fonctionnaire de sécurité des systèmes d'information. Alors, il y a ce rôle dans l'ensemble des ministères pour assurer le portage de la stratégie de la cybersécurité au sein d'un ministère et au sein de l'ensemble des services, établissements publics qui sont raccrochés au périmètre de ce ministère. Il se trouve que moi, je couvre 3 ministères, l'éducation nationale, que tout le monde connaît normalement un petit peu, pour y être passé au moins une fois, l'enseignement supérieur et la recherche. J'insiste sur ce lien avec la recherche, car il y a des mesures spécifiques qui sont liées à ce secteur,
et sport, jeunesse et vie associative, qui sont les 3 ministères que l'on couvre dans ces fonctions. Et je suis assez fier d'être à côté de l'amiral. Je suis l'héritier de cette organisation qu'il évoquait à l'instant. Et j'ai la prétention d'un peu bien connaître le secteur public et ses différentes strates. J'ai moi-même navigué dans les services publics en étant d'abord en université, en étant maître de conférence et spécialiste de la gestion des collectivités territoriales dont on parlait à l'instant, en entrant dans les services centraux et en voyant progressivement et en m'intéressant progressivement à ce sujet de la cyber et aux personnes qui portent ce sujet et qui sont vraiment très investies dans le secteur de la cyber pour élever le niveau de défense et de réponse et protéger ces données qui font partie effectivement du pacte citoyen. Ça fait partie de notre engagement. Eh bien, merci de vous être présenté. Ça a permis de recontextualiser justement votre présence sur ce thème. J'ai envie de commencer avec une question d'actualité, parce que je trouve ça toujours intéressant de mettre le nez dans des choses qui se sont produites il y a peu de temps. Et il s'avère que la ville de Fumel, donc, qui a 500 000 habitants, a été victime d'une cyberattaque, donc un rançongiciel, vendredi 3 octobre. Et fort heureusement, le maire avait pris donc une assurance cyber. C'est d'ailleurs ce qui leur a permis de rebondir assez rapidement. Et donc, je me suis posé la question, je me suis demandé, est-ce que finalement, pour des petites structures, parce que finalement, une ville, ça reste une sorte de petite structure, prendre une assurance cyber peut être considéré comme la solution. Donc, je vous pose cette question à vous, experts. Je demande également aux gens qui sont avec nous à distance et dans le salon en bas. Selon vous, est-ce qu'une petite commune, telle que Fumel par exemple, devrait-elle systématiquement souscrire à une assurance cyber? Et donc, je laisse répondre oui, non, ça dépend. Et puis, on va écouter vos réponses à vous. Je vais mettre les pieds dans le plat. Je vais commencer puisqu'on a discuté de façon assez animée dès le début. D'abord, avoir une assurance, ça n'empêche pas un incendie, ça n'empêche pas un accident, mais ça veut dire qu'on s'est préparé. Et c'est ça, m'apparaît la chose la plus importante, c'est qu'on y a réfléchi. Et deuxième chose, si c'est une assurance qui paye simplement les dégâts, ça va être compliqué. Donc derrière, ce que tu disais, c'est l'important derrière ça, c'est la réflexion que l'on a menée au niveau de l'entité qui s'assure, la façon dont l'assurance le conseille, dont l'assurance l'accompagne, et comment il s'est organisé autour de tout ça pour faire face à la crise. Moi, c'est ça qui me paraît être l'élément positif dans une assurance vertueuse, qui n'est pas simplement une recherche de fric. Je veux dire, c'est le fric, il est parti. En plus, il va avoir beaucoup de mal à justifier que tout va bien. Mais par contre, c'est vraiment d'être entré dans cette démarche qui me paraît moins importante. Voilà, c'est l'engagement que va pouvoir avoir la compagnie d'assurance vis-à-vis de la collectivité territoriale qui a attaqué, vis-à-vis du service. Il est préalable, c'est-à-dire qu'il y a des conditions pour lesquelles on va pouvoir souscrire à cette assurance, donc qui sont déjà vertueuses potentiellement en soi. Et puis ensuite, les services qui vont être en face. J'évoquais en préparation de l'émission, j'évoquais une assurance qu'on va prendre à titre personnel pour l'incendie chez soi, l'assurance habitation. Typiquement, moi j'ai regardé dans le contrat d'assurance, si j'ai un incendie chez moi ou une inondation, déjà pour l'incendie, on réclame d'avoir un capteur de fumée. Alors ça n'empêchera pas l'incendie, ça n'empêchera pas la maison de brûler, mais ça va peut-être empêcher que moi je brûle. Donc déjà, ça me met en protection. Je fais un premier effort de mise en sécurité. Et ensuite, la deuxième facette, c'est que je vais regarder dans le détail ce que va m'apporter l'assurance. Elle va peut-être me mettre en protection, rembourser mes voisins s'ils sont aussi, si le feu se propage. Et puis, elle va mettre en protection ma famille parce que je vais regarder est-ce que je vais être logé 1 semaine, 15 jours, 3 semaines, 1 mois, 2 mois. Est-ce qu'on va m'aider à reconstruire? Voilà ce que je vais regarder. Là, typiquement, si je fais le parallèle avec une cyberattaque, si l'assurance potentiellement proposer un service du type analyse, du type reconstruction, gestion de la crise, communication de crise, là on pourrait y voir un intérêt. Alors malheureusement je ne connais pas spécifiquement le cas de cette commune en Lot-et-Garonne, mais là on pourrait y voir un cercle potentiellement vertueux. Mais pour le moment, cette date, on l'évoquait, je n'ai pas connaissance de ça, et le risque c'est de tomber dans une approche purement, il y a une rançon, l'assurance vient payer la rançon, et ça, c'est hors de question. J'aurais bien voulu voir le questionnaire cyber qui leur a été soumis, leur niveau de maturité derrière. Peut-être que ça leur a même donné des idées, mais par contre, je pense qu'effectivement, il ne faut pas uniquement se baser sur une assurance. Ça devient un problème en soi. Alors après, il faut voir, on a peu d'informations, on ne sait pas combien elle a coûté, qu'est-ce qu'elle couvre, la franchise, comment l'activer, est-ce qu'elle aide, ne serait-ce qu'au dépôt de plainte, qu'ils ne savent pas forcément encadrer s'il faut amasser des preuves pour pouvoir saisir le procureur de la République. Il y a beaucoup de questions. Mais oui, je voudrais bien savoir, en fait, comme on l'a dit, quel était le degré de maturité. De l'entreprise initialement, oui. Initialement, voilà.
Ouais, je trouve que la question était malicieuse même, parce qu'il y avait deux éléments dedans. Il y avait une petite commune, peut-être qu'on y reviendra après, l'hétérogénéité du secteur public, parce que d'un ministère régalien que tu représentes à une petite commune, les enjeux, enfin les menaces sont identiques, les enjeux sont différents, mais l'impact, tu parlais du pacte citoyen, est le même. Et est-ce que c'est la solution ? J'ai envie de te dire, quand tu poses la question de cette manière-là, on a envie de te répondre, il y a un piège. Bien sûr que non. Peut-être qu'on peut éclairer le débat en disant que c'est une brique de la solution, mais c'est peut-être la dernière. Avant, il y a tout un parcours, et je suis à peu près persuadé qu'on va revenir sur le parcours du combattant, d'un DSI ou du maire d'une petite commune face au risque cyber. Alors, je vais vous partager un petit peu ce que se dit l'écosystème. Donc, on va revenir déjà sur la question que j'ai posée à distance. Je ne leur ai pas posé tout à fait la même question que vous, puisque vous, je vous ai demandé est-ce que c'était la solution. Là où les gens à distance, je leur ai demandé est-ce que c'était une solution qu'on devait mettre en place quand on avait peu de moyens. Donc, on a 53% qui vous répondent oui, on a 26% qui vous répondent non, et 20% qui répondent ça dépend. Et puis après, on a des commentaires et des questions qui, je trouve, se regroupent, parce qu'une des questions, d'ailleurs, pour moi, c'est celle de Jean-Marie, qui est une réponse en soi, donc je la prendrai en deuxième partie. Donc on a Jean, déjà, qui dit il y a beaucoup de beau monde ce soir, donc voilà, vous êtes regardés. Et puis surtout, qui dit oui, je suis pour les assurances cyber, ça veut dire aussi une prise de conscience. On a Sébastien qui dit oui, assurément, l'assureur ou le courtier spécialisé cyber permet une approche résiliente, pas des réponses aux prérequis de sécurité exigés pour l'assurabilité de l'entité. Et Jean-Marie qui posait la question, pour qu'une assurance fonctionne, il faut lui prouver que toutes les précautions ont été prises, que pour l'incident n'arrive pas. Et effectivement, c'est pour ça que je dis que c'était une question, mais il a tout à fait raison, c'est une réponse en soi. Ouais, le donc c'est un complément, effectivement. Alors, je vais passer à ma deuxième question. Là, on rentre dans le vif du sujet du service public. Alors, dans le fond, est-ce que vous pouvez me dire exactement c'est quoi le service public face à la cybermenace ? Est-ce qu'un ministère, un EPIC, une petite commune ont les mêmes contraintes en termes techniques et budgétaires ? Et puis surtout, quelle est la menace et quels sont les acteurs aujourd'hui face à cette cybermenace dans le secteur public ? Peut-être sans faire le panorama de la menace que je pense maintenant tout le monde connaît à peu près, entre la menace dite chalut que tout le monde connaît, où on va tomber dedans potentiellement un jour ou l'autre, la menace ciblée, la menace même que moi je commence à appeler endogène de nos, par exemple, propres agents ou propres, on va dire, utilisateurs, usagers qui sont en capacité de mener des attaques, parfois pour s'amuser et parfois pour gagner de l'argent de manière malveillante. La menace, elle est quasiment identique que je sois la petite ville ou le gros ministère. Après, il y a évidemment des enjeux qui sont différents, il y a des données qui sont différentes, il y a des périmètres qui sont différents, ça c'est une évidence. Mais plus on va dire, on a beau être petit, on va avoir une infra potentiellement qui est la même, évidemment la dimension n'est pas la même, mais que le grand. Et on doit cumuler un certain nombre de compétences qu'on a du mal, je suis sûr qu'on y reviendra ce soir, sur les compétences, dans le temps, à un instant T, maintenir tout ça à l'état de l'art, acheter un certain nombre de choses. Donc là, il y a une vraie recherche de mutualisation, de recherche d'intelligence collective autour de quel service apporter localement. Donc on va dire qu'on est tous face à la même menace, qu'on soit une petite collectivité, parce qu'on n'imagine pas le nombre de données que manipule une collectivité territoriale, c'est énorme, hein, ça va de la naissance à la mort. Le permis d'inhumer, par exemple. Comment ? Le permis d'inhumer. Voilà, on sait énormément de choses depuis une commune. Ces données, elles transitent, elles sont aussi reprises parfois par les services de l'État, les services déconcentrés. Donc tout ça, c'est une donnée qui, c'est vrai, regardée unitairement, pas forcément intéressante, mais il faut la regarder globalement, quand elle est captée globalement. Et il faut voir les enjeux qui sont derrière en termes de sécurité, d'engagement, de confiance qui sont à apporter. Donc je ne pense pas qu'on puisse dire une petite ville elle va être démunie, puis le ministère il est très fort parce que les périmètres sont différents, mais les enjeux sont forts, que l'on soit le maire d'une petite commune ou un ministre dans son bureau qui doit défendre un périmètre qui est extrêmement vaste. Voilà. C'est juste, la force de frappe, forcément, est un petit peu différente. Moi, je me retrouve bien dans ce que tu dis. Hein. C'est pas seulement sur la menace qu'on va avoir des différenciants. Même qu'on prend la menace, même géopolitique, la cyber, ça sert dans un premier temps à déstabiliser. On peut déstabiliser la SNCF, on peut déstabiliser Total, on peut déstabiliser EDF, qui sont des organisateurs vitaux.
Et aussi, on peut déstabiliser une région ou ainsi de suite. Donc, il n'y a peut-être pas de grosses différences sur la phase de l'attaque ou ainsi de suite. Par contre, la clé pour moi dans beaucoup d'affaires de cyber ou d'architecture cyber, parce qu'on d'un côté il y a l'architecture cyber by design, ça va être la conception des réseaux, et ensuite il y a les architectures des propres cyber. Donc tout ça, ça demande de la compétence. Pour moi, ces deux choses, c'est la compétence des experts, et puis deuxième chose, c'est la préoccupation des dirigeants, ministres, maires, présidents de collectivités, pour comprendre ce qu'est le numérique, comprendre tout ce qui peut en tirer, mais tous les risques qui sont portés par c'est à la fois quelque chose qui ouvre de formidables opportunités, mais qui ouvre des risques qui sont aussi importants. On a vu en complément peut-être un transfert ces dernières années, vraiment récemment, là, je le constate moi au quotidien, où on avait un objet qui était éminemment technique, qui était maîtrisé par les techniciens, et puis en plus le métier disait bon, l'informatique, moi j'y comprends rien, c'est pas mon. C'est de la magie pour eux. C'est de la magie, ça marche pas, de toute façon ça marche jamais. Bon, il y avait un truc comme ça, et puis là, un passage où on met le métier face à ses obligations, face à ses responsabilités. L'informaticien, le technicien, il sait pas, puis il s'en fiche à la limite de savoir les données qui sont dedans, à quoi ça sert. Lui, il fait un système qui marche et qui va protéger, au regard de l'importance qui va être mise derrière. Et on s'aperçoit que la difficulté déjà, c'est d'hiérarchiser l'importance d'un SI, parce que surtout quand on est un service de l'État, un service public, tout est important, on nous a confié de la donnée, donc on doit la protéger. Après, ça va plus se jouer sur de la disponibilité, mais ça reste de la sécurité cyber. Pour autant, il y a un vrai transfert qui a eu lieu ces dernières années, où on voit qu'il y a eu que la main est prise, que la conscience, les consciences se sont éveillées, et il y a vraiment un suivi, on le voit dans des conseils d'administration, dans des conseils municipaux, le sujet de la cyber, parce qu'aussi c'est un centre de coût, c'est un sujet qui est porté par les dirigeants, parce que le jour où plus rien ne marche, on le prend. Voilà, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, du coup, les métiers d'un CISO, le métier d'un RSSI, qui étaient des métiers techniques, deviennent des métiers de manager, avec un effort vocabulaire qu'ils doivent faire pour rendre intelligible le numérique par des gens qui n'y connaissent rien, mais qui ont besoin de comprendre, parce que c'est eux qui portent les décisions, et c'est ça qui me paraît actuellement un mouvement de force important. Mais d'un autre côté, on voit qu'il y a des vols de données dans tous les coins, que la menace avance plus vite que la défense. Et ce que je trouve intéressant, c'est en Angleterre, un certain nombre de dirigeants de grandes entreprises qui ont vu leur prime de l'annuel diminuer parce qu'ils avaient subi des attaques informatiques. Donc ça montre que ce sujet, de levier, qu'il faut des effets de levier, je pense qu'à un moment donné, il faut aussi qu'il y ait du pénal, des fuites de pertes de données de citoyens français, quand on a perdu des centaines de millions, des millions, ainsi de suite. Pour moi, ça relève du pénal, et la négligence, c'est quelque chose qui relève du pénal. Donc je pense qu'il va falloir en arriver là. Le curseur pourrait être difficile quand même à positionner. Qui portera le pénal, le maire, le DSI, si on parle d'une collectivité? Dans une entreprise, c'est... Oui, dans une entreprise. Mais c'est vrai que dans le secteur public. Dans le secteur public, on peut dire d'emmerder les Français. Les maires ont déjà du mal à exercer leur mandat. Donc je pense qu'il faut faire attention sur le pénal. En revanche, peut-être pour mettre en perspective avec un des sujets du jour, c'est l'aspect budgétaire. Parce on a une situation hétérogène entre un ministère et une commune. C'est sans commune mesure, en fait. Absolument sans commune mesure, sur les moyens financiers, humains et techniques. Ouais. Une infra reste une infra. Mais les enjeux avec le poids du politique, en fait, il y a deux aspects. Si on prend l'exemple des collectivités territoriales, le DSI est souvent en contact avec le DGS et ou parfois directement avec l'élu, et l'élu redescend de Paris. Un mois, il va dire: on en est où dans l'IA? Qu'est-ce que vous foutez, mon vieux? Il faut accélérer dans l'IA, il faut que je dise des choses. On en est où dans la cyber? J'ai entendu qu'il y a un hôpital qui était tombé, et le DSI doit jongler à peu près tout seul, et parfois avec de l'externalisation, ce qui complique aussi parfois la gestion des données, avec ce sujet-là. Et son budget, c'est juste pour recruter quelqu'un qui fait de la sécurité, à la limite? S'il n'est pas coupé, avec la pression du déficit public 6 mois plus tard. Donc les enjeux sont quand même sur le plan budgétaire, sont quand même relativement importants. En revanche, tout à l'heure, tu parlais de mutualisation. Je
je pense qu'une des pistes de réflexion... C'est pas juste, je voulais rebondir là-dessus, sur mutualisation et rationalisation, parce que c'était un vœu pieux ou pas, du coup, quand tu as dit mutualisation, c'est un vœu ou il y a vraiment des actions parce Oui, il y a vraiment des actions. Parce qu'ils veulent tous recruter les mêmes profils, les mêmes technos, une société privée organiserait pas ça comme ça. Ça ne fonctionnerait pas comme modèle, en fait. Non. Alors après, il faut avoir en tête aussi l'organisation qui a été souhaitée par les Français, par la représentation nationale de l'organisation des collectivités territoriales avec la libre administration. Je parle vraiment sur la cyber. J'y arrive. En fait. Sur la libre administration des collectivités territoriales, c'est très important d'avoir le cadre réglementaire en tête. Parce que la collectivité territoriale, ça relève de sa compétence et ça relève de son envie de faire ou de ne pas faire avec son voisin, un département de travailler avec un autre département. Donc là, il y a un problème structurel pour organiser un SOC tel que le ferait une entreprise privée, c'est-à-dire avec des experts qui travaillent sur des domaines de confiance différents, comme tous les services proposés par les entreprises privées qui ont du P10, du NP et autres. Non. Donc là, c'est un problème structurel. Il y a de la réglementation qui les empêche d'avoir une vraie stratégie derrière. Il n'y a pas d'empêchement. Il y a une logique de justement, de vouloir collaborer. Un éventail très grand de faire de la meilleure manière. Et justement, ce que je disais, c'est qu'il y a un élan qui se passe vers cette mutualisation qui est portée par les associations d'élus, les associations des maires de France, les associations des départements de France, etc. Il y a un certain nombre d'associations qui portent ce langage-là et qui dit, aujourd'hui, on sait qu'on a des grandes dépenses à faire, à mener, des grands projets à mener, de montée en puissance de la cyber. Travaillons ensemble, c'est ce qui est fait sur un certain nombre de sujets. Je n'ai pas d'exemple concret puisque ce n'est pas mon domaine d'expertise pour ce soir, mais ce que je voulais dire, c'est que on est un peu dans une bicéphalie entre administrez-vous librement, mais quand même trouver des moyens de collaborer. Et ça, on sait faire et on sait encore mieux le faire. Quand on a moins d'argent, on devient extrêmement agile et extrêmement intelligent. Alors je ne dis pas qu'il faut couper les vivres pour qu'on travaille mieux, mais en tout cas, c'est une véritable préoccupation. Et la préoccupation, c'est d'offrir de manière uniforme sur le territoire un service qui soit sécurisé pour l'ensemble de la population. Et ça, c'est un vrai enjeu, je pense. Je vais prendre un exemple, parce qu'on accompagne, comme je disais en introduction, beaucoup de DSI dans les territoires. Et ça part de la base, en fait, ce que tu viens de dire. J'ai pu assister à des réunions entre DSI qui, par faute de moyens, donc quand on est français, quand on n'a pas de pétrole, mais on a des idées, par faute de moyens, les DSI se mettent ensemble et on voit de très belles opérations, je pense au Pays de la Loire notamment, de mutualisation, notamment en termes d'hébergement de données, qui se passent. Donc peut-être que sur cette question, on peut dire qu'on a quand même de l'espoir, parce qu'il y a beaucoup de créativité. Mais il y a du bon sens, en fait. Il y a du bon sens paysan dans tous les territoires, et probablement pour qu'on assure une différenciation de l'approche entre un ministère et une collectivité, il faut faire confiance à ce qui se passe dans les territoires et pas nécessairement être descendant à nouveau avec des normes et des règlements. Alors, je voulais rebondir sur quelque chose que vous avez mis en avant, parce qu'il s'avère que le public, on a également parlé. Donc, c'était une question qui devait avoir lieu un peu plus tard, mais on va la sortir maintenant. C'est la question de l'argent et du recrutement, parce qu'on on a frôlé un peu le sujet. Allez, on anticipe. Donc, voilà, on l'anticipe. Moi, c'était une de mes questions, c'était de poser la question, comment aujourd'hui on fait pour recruter des talents, là où on le sait, dans le public, on paye moins que dans le privé, donc il faut leur donner aussi envie. Et puis, c'est concomitant avec la question, justement, d'une personne dans le public. Donc, des difficultés de recrutement de compétences dans la fonction publique. Comment vos invités perçoivent-ils le sujet du recrutement des RH spécialisés et évolutifs nécessaires à l'action cyber dans le domaine public face à une certaine rigidité de recrutement statutaire de la fonction publique. Donc voilà. C'est intéressant, c'est le mot rigidité qui est intéressant. Rigidité. Voilà, parce qu'en fait, quand on regarde les grilles salariales de la fonction publique, pour les spécialités particulières, IA, cyber, vous avez aujourd'hui la grille de la DINUM qui met en gros le salaire au niveau de l'état de l'art des entreprises françaises. Bon, c'est clair, c'est pas le salaire de Google, c'est pas le salaire de Mendiant, c'est pas ça, mais ça met des salaires qui sont tout à fait très très corrects et qui sont dans la norme d'un salaire chez Thales, Airbus, j'en passe, et des meilleurs. Voilà. Par contre, la façon dont c'est appliqué, puisque finalement ça fait augmenter la masse salariale, c'est là où le bas blesse. C'est que dans des états d'organisation, on n'est pas prêt à casser un petit peu sa tirelire pour un expert cyber. Et les structures RH telles que moi, je l'ai vécu jusqu'à il y a encore pas très longtemps au sein du ministère des Armées, même si les grilles salariales arrivaient, j'étais obligé de descendre dans l'arène à coups de batte de baseball pour retenir gain de call pour pouvoir recruter un expert cyber au bon tarif. Et que si vous ne... et que la structure RH n'a pas envie d'appliquer ces grilles, qui sont des grilles d'exception, parce que c'est pas dans leurs normes, parce que c'est pas correct, puis c'est le fait que le numérique est un peu particulier et qu'un bon expert, ça a un coût, et c'est le refus de franchir ce coût.
Voilà. Donc c'est plus une rigidité administrative et budgétaire que l'impossibilité d'appliquer un salaire. Je ne sais pas comment tu le sens. Oui, je pense qu'effectivement, là, tu as tout dit sur le sujet de l'application des grilles qui est complexe, parce que ça crée aussi des différences. Ça peut... Vraiment, c'est un sujet un petit peu complexe. Moi, ce que je voudrais ajouter, c'est que j'ai la chance d'avoir fait ma carrière dans le secteur public. Et ce qu'on voit dans le secteur public, ce qu'on fait dans le secteur public, il y a du sens. Il y a du sens. Là, je viens de passer d'un ministère à un autre. Je mets du sens derrière mon action. Je le vois dans d'autres fonctions, pas que la cyber, mais il y a un sens particulier à servir l'État, à servir le public, à servir l'ensemble des Françaises et des Français à travers notre action. Et ça, souvent, c'est un excellent levier pour faire venir du monde. Quand on voit les données, le monde de l'IT du secteur public, c'est passionnant, c'est structuré. En plus, là, je suis là au nom de l'éducation, au titre de l'éducation nationale. C'est une structuration assez complexe, je reconnais, mais très intéressante parce qu'elle s'est construite dans le temps avec des moyens qui étaient sur l'ensemble du territoire. Et derrière, forcément, il faut qu'on réussisse quand même à attirer des talents. Et un des leviers pour attirer des talents, c'est le fait d'arriver dans un secteur qui est passionnant, qui sert l'ensemble des Françaises et des Français. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est de réussir progressivement, et c'est pas en quittant le navire qu'on va pouvoir le faire, à garder ses talents. Faut un peu se battre, je reconnais, pour obtenir une augmentation, pour être à l'état de l'art par rapport aux rémunérations qui sont ailleurs, parce qu'on ne peut pas garder quelqu'un à 1 200 € par mois, là où il serait payé 4 000. Aujourd'hui, on n'est plus du tout, je tiens à le dire, quand même plus du tout, en tout cas à ma connaissance, dans ces écarts-là. Ça existe encore, je veux pas dire que ça n'existe pas. Mais vraiment, il y a eu un travail de fond qui a été fait pour retravailler ces grilles et ramener les gens proches de cette rémunération. Et après, on va faire face à ce à quoi font face tous les employeurs, c'est la pénurie de talent. Et cette pénurie de talent, elle s'accentue en fonction des territoires. Typiquement, vous êtes une collectivité, vous êtes sur le bassin toulousain, quand on voit la densité d'entreprises qui ont besoin de talents en cyber, notamment liés avec l'espace, etc., l'aéronautique, là, je sais d'expérience que c'est un secteur où c'est très difficile d'attirer des talents. Et là, pour le coup, il faut trouver des synergies à plusieurs pour créer des mutualisations. Potentiellement, il y a encore plein d'idées à développer dans ce sens. Je te rejoins sur l'engagement, la force de l'engagement des personnels qui travaillent dans le numérique, dans le secteur public, qui ont l'habitude de faire face à des enjeux de gouvernance réels entre cybersécurité et transformation numérique au quotidien, avec des moyens qui sont réduits. J'ajouterais peut-être deux éclairages, parce que j'ai la chance d'avoir un jeune homme de 21 ans à la maison. Et il y a un double effet que je constate depuis quelques années, c'est un retour, peut-être pas d'amour, mais d'intérêt vers la chose publique. Parce que probablement il y a ce sentiment d'une attaque. Tu parlais des risques géopolitiques externes, ils le sentent, ils grandissent avec. Et il y a, j'imagine qu'on va le voir dans les prochaines années, une volonté d'engagement. Et je pense que pour rendre la chose encore plus sexy, c'est peut-être une proposition qu'on peut mettre sur la table, c'est dédramatiser ce choix public ou privé qui a encore cette empreinte de choix définitif et de proposer des passerelles publiques à une jeune population qui aurait probablement envie, mais qui a peut-être un doute animé par la prise de conscience de 40 ans dans le public, je ne suis pas certain. Voilà, avec une vision peut-être court-termiste. Voilà. Oui, mais dans le public, comme il y a une très très grande diversité de statuts aujourd'hui, et quand on a construit la cyber, on l'a construit sur tous les statuts de la fonction publique, service de renseignement, pas service de renseignement, militaire en uniforme, contractuel de la défense, et ainsi de suite. Et recruter je reprends là, je vais plutôt prendre la casquette ministère des Armées, recruter les gens. On y arrive à peu près, et puis en plus, si on veut si on veut jouer avec un char, vaut mieux le faire dans l'armée de terre. Donc si on veut faire jouer avec l'attaque informatique, vaut mieux le faire au ministère des Armées. Ça évite d'aller en tôle, c'est vite. Voilà, bon. Donc ça c'est un joke. Mais c'est vrai que donc, le métier est attractif dans les jeunes. Après, il y a un problème de fidélisation et de parcours de carrière. Voilà, donc là, rien n'empêche. Moi, j'en vois pas mal aussi de gens qui font 5 ans, qui repartent dans l'industrie et qui reviennent un petit peu après. Ah, donc ça fonctionne, c'est passerelle, existe quelque chose que je maîtrise pas. Ça fonctionne très bien. C'est un ascenseur social aussi. Voilà, et je vois aussi des gens qui ont fait leur carrière dans un certain nombre d'entreprises américaines, qui à 40 ans se disent, faut pas beaucoup, hein.
faut que mon engagement ait du sens. Oui. Et donc je viens voir l'État. Je suis prêt à abandonner. Ça existe, j'en ai vu, qui abandonnent une partie de leur salaire pour aller avoir du sens. Non, il faut pas généraliser. C'est quand même des cas particuliers, mais j'en ai vu. Et c'est vrai que servir l'État, ça demande des sacrifices, un petit peu, parce que l'État ne paye pas aussi bien que d'autres, et ça demande... Mais offre d'autres choses. Après, il n'y a pas que le salaire. Ça a du sens. Moi, ce que je constate, c'est plus dur de repartir que d'y venir. Voilà, je constate cet effet-là. C'est un peu obsolète, l'argument du sens, quand même. Ouais, je veux bien que tu reviennes sur ça, parce que je sais qu'on en a discuté et que tu avais un petit peu quand même... Oui, non, mais bon, il y a la fonction publique qui est là, qui est passionnée, c'est fantastique, mais après, le sens, c'est un peu le vieil argument. Je pense que dans le privé, on peut totalement trouver du sens à ce qu'on fait. Il y a des industriels de défense, c'est magnifique. Moi, j'ai connu les deux. Mais il y a même des opérateurs. Ça se passe très bien. Voilà, il y a tout ce qu'on veut dans les deux camps. C'est un formidable assesseur social. Si on est jeune et qu'on veut une première expérience, c'est magnifique, c'est très formateur. Mais par contre, il y a la partie fidélisation dont on parle. On rentre pour trouver du sens. En général, on le trouve, et on quitte pour d'autres raisons. Et la raison, c'est l'administration. Et en fait, moi, j'aurais une question à vous poser. Je ne sais pas, combien de rétex vous avez assisté, de combien d'organismes différents sur les JO? Moi, perso, 3. Ils recrutent tous. À la fin du discours, c'est on recrute. Du coup, vous avez largement le choix. La question, c'est pourquoi il n'y en a pas un? Je le redis, une entreprise privée s'organiserait d'une autre manière pour adresser tous ces points, saurait faire techniquement, saurait faire géographiquement. Mais là, tout le monde recrute en disant j'ai mes spécificités, chez moi vous allez trouver du sens. Alors après, ça dépend des appétences qu'on a. Bon, moi, je n'ai pas choisi l'éducation nationale, j'ai choisi du sens ailleurs. Donc les jeunes font pareil, tout le monde fait pareil, choisit les appétences qu'on a. Donc ils sont en concurrence, mais au final, quand on est analyste en sécurité, on fait le même métier, on pourrait le faire sur des périmètres différents. On a tout un tas de systèmes aujourd'hui qui font du cloisonnement de domaines de confiance et autres. Tout serait faisable. Et cette volonté, alors des associations, je trouve que ça ne devrait pas venir d'associations de gens qui voient, qui galèrent, qui ont du bon sens et qui se mettent ensemble pour essayer de créer des choses qui vont devenir des vraies structures pérennes et fidélisantes pour leurs experts. Je pense qu'il manque un patron à un moment donné. Alors, il y a des légendes, vous en faites partie. Il y en a d'autres qui ont révolutionné des services historiques, qui ont réussi à faire aligner des grilles salariales et autres. Mais il y a aussi à un moment donné un manque de chef sur ce sujet-là. Il faut organiser vraiment la cyber, vu que c'est une spé déficitaire et qu'on perd toutes les expertises, il faut faire des grands changements. Moi, le changement que j'ai apprécié là récemment, c'est la création du commissariat au numérique de défense, typiquement. Mais je pense qu'il faudrait même aller encore plus loin. Quand on peut être mis à disposition d'un tel, mais c'est magnifique. Déjà, on trouve de sens dans chacune des missions, mais il faut continuer à une échelle encore plus grande. Donc le sens, oui, mais en fait, on ne peut pas continuer à prêcher pour sa paroisse. Non, il faut qu'on voit plus grand. Il y a d'autres modèles. Il faut qu'on révolutionne ça. Et le discours, oui, mais bien sûr, mais encore une fois, voilà, tout le monde peut l'avoir, ce discours. Je pense qu'il faut faire d'autres choses et voir plus grand, et s'organiser comme une société privée le ferait, c'est-à-dire de manière efficace, avec un retour sur l'investissement sur les profits. Oui, bien sûr. Alors, toujours dans la question du budget, donc on va rester dans ce thème puisqu'on est rentré dedans. Clairement, il y a des contraintes budgétaires, je pense qu'on s'est tous mis d'accord sur cette question-là. Est-ce que l'une des solutions ne serait pas de passer notamment en open source, puisque ça permettrait de limiter les coûts? Alors là, je vous partage à l'écran un exemple, donc typiquement ce serait Zorin OS. Alors je demande également au public qui nous regarde, est-ce que vous pensez que les contraintes budgétaires empêchent-elles vraiment les petites collectivités de sécuriser correctement leur système face aux attaques? Est-ce qu'on ne devrait pas passer en open source? Pourquoi as-tu choisi Zorin spécialement? Alors je trouvais ça intéressant, je l'ai trouvé. Parce que j'ai mis dans un post en fait aussi, j'en ai parlé. Ah bah voilà. Il y a de la veille. Ouais, exactement, mais je regarde ce que vous faites avant de venir. Alors j'aime bien, je me souviens des commentaires qu'il y avait eu sur ce post, c'était mais il faut anticiper. Non mais moi je pense à Genbuntu, enfin la gendarmerie c'était 17 000 postes, je sais pas où ils en sont, mais ils ont travaillé donc sur leur propre version, adapté à leurs propres besoins, en développant l'expertise technique. Alors là, on peut sortir, oui, il faut pouvoir avoir de la prestation, il faut que ça soit pérenne. Et oui, bien sûr, du coup, il faut garder des gens qui s'y connaissent, qui alimentent, qui participent au projet open source, qui savent tout faire, qui savent faire du durcissement et autres. Mais quand on a une politique de système d'information, on a toujours ça. Il faut toujours tester, vérifier les durcissements. Ils avaient réussi à avoir cette expertise, à la maintenir. Je ne sais pas d'ailleurs, si vous savez, si c'est toujours en place, utilisé ou pas. Mais ce n'était pas à petite échelle, c'était déployé à très grande échelle pour les besoins métiers. En plus, on n'y gagne pas que sur les licences, on y gagne aussi sur le matériel qui il devient moins vite obsolète. On peut travailler sur Zorin OS pour l'avoir testé. Une machine qui tourne plus bien, vous installez ça dessus, vous lui redonnez une seconde jeunesse. C'était plutôt sécurisé par défaut.
très utilisateur-friendly pour ceux qui connaissent un peu Windows, ils y passent facilement. Mais c'est totalement une stratégie. Là encore, je vais un peu dire, faut quelqu'un à un moment qui dise, il faut qu'on y aille, quoi. Et il faut qu'on se lance dessus, qu'on mette des moyens, qu'on ait des clubs. Moi, j'ai fait partie d'un hub dans un ministère. On aille sur l'open source en général. Oui, mais en général, ou alors que des grandes structures disent, nous, voilà, maintenant on prévoit, on se donne le temps, on fait comme la gendarmerie avait fait, l'éducation nationale peut-être. À un moment donné, il faudrait un chef qui dise, nous, on va vraiment y aller sur ce sujet, on va mettre les moyens, on va participer à la communauté, on va maintenir, on va en faire une solution pérenne, on va faire en sorte que ça vive, et on fera des économies, et on deviendra plus souverain. Il y a bien un pays, alors je ne sais plus, du côté du Nord, qui vient de faire basculer, il me semble que c'est l'éducation nationale. Chez eux qui a basculé. C'est le Danemark. C'est le Danemark, c'est ça. Pourquoi eux arrivent et pourquoi nous on n'y arrive pas? Je crois que eux, la gendarmerie, ça date de 2008, je crois. Donc c'est vieux, on n'invente rien, quoi. On en reparle régulièrement. Mais vraiment, moi j'ai du mal à comprendre pourquoi à un moment donné, qu'est-ce qui fait à part des lobbyistes, qu'est-ce qui fait qu'on ne passe pas aux solutions open source et qu'on l'adapte aux travaux? C'est quoi? C'est Microsoft Office qui fait que les gens n'ont pas envie de basculer l'un à l'autre? LibreOffice, ok, peut-être que les PowerPoint seront moins sexy. Mais, alors, il y en a quand même beaucoup d'initiatives en la matière et beaucoup d'utilisation. Des associations, non. C'est ça? Non, faut pas me faire dire ce que j'ai pas dit. L'utilisation de systèmes libres, elle est courante dans l'administration. Elle s'utilise régulièrement, que ce soit pour des systèmes de messagerie, pour bien des systèmes. Elle est parfois rendue difficile pour tout un tas de raisons. Il ne faut pas oublier qu'on a aussi énormément d'utilisateurs. Donc il y a aussi une pression de la part des utilisateurs. On vient d'évoquer LibreOffice. J'ai un souvenir dans les années 90. Ça a changé, hein? Oui. Je parle des années 90, où ça avait été fait dans un certain nombre de structures publiques. Et il y a eu une bascule à un moment parce que la communauté s'était aussi essoufflée, parce qu'il y a eu plein de raisons. Et il y a eu la pression des utilisateurs, parce qu'il y avait aussi eu des nouvelles versions de Microsoft Office qui faisaient qu'à la maison, j'avais un super système et que j'arrivais dans mon emploi et ça faisait plus les mêmes choses, pas aussi bien, pas aussi vite. Donc, cette pression-là, il faut aussi la gérer au quotidien. C'est pas comme quand je suis dans un groupe privé, on me dit c'est ça que tu veux utiliser, si tu n'es pas content, la porte pour entrer, c'est la même pour sortir. C'est pas tout à fait la même chose. Donc il faut aussi prendre en considération tout ça. Il faut prendre en considération qu'aujourd'hui, c'est une véritable orientation. Dès lors qu'il y a un nouveau projet ESI, de développement, de réflexion, de reconstruction, il y a une réflexion autour de qu'est-ce qui existe, qu'est-ce qui n'existe pas, est-ce qu'on peut le construire, est-ce qu'on a les capacités de le construire aujourd'hui et dans le temps. Parce qu'on ne peut pas se permettre, là c'est une question aussi de continuité du service public, on ne peut pas se permettre on ne peut pas ou on ne peut plus, là, le Miral aura plus de réponses que moi sur ça, mais pas se permettre de dire je vais investir X millions d'euros sur la solution bidule. Et on verra. Et on verra. Non. Et il faut s'organiser. Et comme dans toutes les structures, il faut prévoir le projet et le run dans le temps et qui ne peut pas vivre que sur la communauté francophone. C'est pour ça qu'il y a aussi des initiatives au niveau européen de portée du libre. Hein. C'est ce qu'on retrouve aujourd'hui sur la messagerie souveraine des agents de l'État avec un partage au niveau européen sur ce socle-là. On ne peut pas dire qu'on n'est pas investi dans ce sujet-là. Mais il faut choisir aussi ses combats. Et puis c'est l'argent public, donc il faut aussi faire attention à ce qu'on fait, comment on le fait, dans quel ordre. Et effectivement, avec une orientation assez claire, dans la dernière revue nationale stratégique, moi j'ai compris que c'était une orientation forte qui avait été donnée, de s'orienter vers ces solutions-là. Bon, très bien, l'intendance va suivre et on va orienter les forces, très certainement. Je ne veux pas parler pour les collègues des services numériques qui ont la charge de ça. Et nous, côté sécurité, là je reprends la casquette sécurité, ça nous intéresse aussi, parce que potentiellement, on va mieux maîtriser dans le temps, mieux voir les choses qui se passent, mieux connaître. Et ça peut être aussi une grande avancée de notre côté. Donc oui, c'est un sujet qui est sur la table, qui est évoqué, je ne vais pas dire systématiquement, mais régulièrement, pour avoir cette maîtrise. Et aujourd'hui, où le sujet est autour de la souveraineté, diminution de coûts, il faudrait le voir, c'est pas sûr. Enfin, en tout cas, pour le moment, moi, j'ai pas eu de preuve que ça diminue les coûts. Licence versus personne. Oui, mais derrière, il y a des coûts de dev, il faut tout prendre en considération. Il faut tout prendre en considération. Il y a quand même eu des exemples dans le passé qui n'ont pas été un franc succès. Pour 1000 raisons, hein, c'est pas qu'une question d'argent. En tout état de cause, cette orientation, elle est vue, elle est perçue et en tout cas, elle est analysée à chaque projet. L'amiral peut peut-être. Non, moi, j'ai un peu quitté, mais le sujet est pas si simple. Non. Il n'est pas simple. Il n'est pas simple. Il n'est pas simple du tout. Il y a eu des gros échecs. Le ministère des Armées a largué beaucoup de millions d'euros sur la table sur des projets libres qui ont été incapables de dépasser les 15 000 et 20 000 postes. Le problème, c'est que plus le système d'information est gros, plus le système d'information est complexe.
plus le recours au prestataire qui doit être en face est compliqué. Voilà. Ouais, c'est une histoire de personne en fait. C'est pas une histoire de personne, c'est d'avoir un prestataire qui fait ses preuves et qui est capable de garantir qu'un réseau avec 200 000 postes de travail va fonctionner dans les 6 mois, dans l'année, et le tout sans interruption de travail, sans prise de risque. Parce qu'il ne faut pas aller, sous prétexte du libre, aller perdre la mission sur des parties régaliennes. Donc c'est pour ça que c'est quelque chose d'assez compliqué. Dans les applicatifs métiers, oui, le libre est regardé automatiquement, mais libre veut dire choisir de qui on est dépendant. Parce que derrière, il faut quand même quelqu'un qui l'entretienne, quelqu'un qui le fasse évoluer, quelqu'un qui le corrige. Est-ce que c'est les services de l'État ? Est-ce qu'on est dans une logique d'arsenal ? On aurait quand même payé assez cher la logique d'arsenal au ministère des Armées. Ou est-ce qu'on s'adresse à un prestataire de service et lequel ? Est-ce qu'on est sûr qu'il va rester français ? Et même s'il est français, est-ce qu'on est sûr qu'il est performant dans le numérique et qu'on ne voit pas des coûts qui explosent ? Voilà, donc c'est pour ça que c'est... Je pense que c'est un peu ça l'échec. C'est qu'on s'est basé sur des prestataires et les coûts ont explosé. Oui, mais si c'est pour aller faire du libre avec un prestataire américain dont les coûts n'explosent pas, ça s'appelle malheureusement retourner à la case. Oui, l'open source, on est confronté tous les jours. L'open source ne veut pas dire gratuit. Ça veut dire on met en commun la recherche, on met en commun des papiers, on les assemble, ça va plus vite, tout le monde y gagne, mais on a quand même un partenaire, on a quand même quelqu'un qui assure que ce truc-là fonctionne. Alors nous, notre vision est assez pragmatique, parce qu'on est une entreprise, comme tu disais très justement, on doit être efficace, voire efficient. Et le sujet de l'open source explose effectivement et sur toutes les lèvres, tous les jours, parce qu'on l'associe. Alors, un peu moins à gratuité, mais quand même, tu as raison, c'est là, mais à souveraineté. Et le groupe, nous, on est en train d'essayer de développer une stratégie souveraine en interne. On a ces sujets sur l'open source, mais in fine, je pense qu'il ne faut pas parler d'échec, parce que je pense qu'on n'a pas essayé une stratégie de puissance. Moi, je suis d'accord. En réalité, il faut une approche systémique, organisée, et donc c'est une décision politique. Si on décide que la souveraineté, que ce soit sur les données, les infrastructures, est un caractère prioritaire, j'ai pas envie de dire, parce qu'on est dans une époque compliquée quand on parle de déficit budgétaire, mais si c'est un choix stratégique à long terme, on doit le porter avec une approche systémique. Je ne vais pas reprendre le quoi qu'il en coûte, mais est-ce qu'on doit se poser des questions toujours à l'euro près, au jour où on sait que c'est pas si, c'est quand, les attaques arriveront, et le déficit budgétaire est derrière, et parfois peut servir de paravent ou d'excuse. Donc c'est une décision politique. Alors, je vous donne la réponse du public, donc je répète la question. Selon vous, les contraintes budgétaires empêchent-elles vraiment les petites collectivités de sécuriser correctement leur système face aux attaques ? On a 66% de oui, 34% de non. Alors, je voudrais qu'on revienne un peu sur la première thématique qui était celle de comprendre un peu plus le secteur public, la cybersécurité dans le secteur public. Donc, est-ce que les services publics aujourd'hui sont ciblés par les hackers pour des raisons politiques, de tentatives de déstabilisation peut-être étatique, ou est-ce que on est aussi sur des raisons pécuniaires, de larcin, tout simplement, comme on retrouve dans le secteur privé ? Les deux, mon capitaine. Enfin, oui, moi aussi, j'aurais tendance à dire les deux. Mais que 80% des attaques, quand même, c'est de la cybercriminalité. D'accord, majoritairement, c'est la cybercriminalité. J'ajouterais opportuniste aussi. Opportuniste, et là-dedans, il peut y avoir quelques groupuscules liés à un État. Tout dépend. Pour aller attaquer une petite commune ou attaquer un hôpital isolé, bon, je peux vous dire, ça peut venir d'un État, ok, mais c'est pas forcément là où il va avoir le plus d'impact. Voilà. Mais il faut. Moi, je pense que c'est les attaques des États, les attaques compliquées des États. Il faut relire les rapports de l'ANSSI. Les attaques en espionnage, ça existe toujours, et c'est des attaques très compliquées. Après, il y a d'autres qui font de la déstabilisation par l'attaque informationnelle. Quand on est dans du crypto-locker et compagnie, soit on peut être sur les endroits par du harcèlement, soit c'est 90% pour moi de cyberattaques, et c'est galopant. Et l'IA générative qui arrive à permettre à d'autres groupuscules qui ont des compétences techniquement isolées de faire davantage de choses. On va voir exploser tout ce qui est fake news, tout ce qui est attaque, arnaque au président, tous ces machins-là, quoi. Voilà, donc je pense qu'il faut rester extrêmement attentif, parce qu'on a eu la période de crypto-locker, elle continue. On a eu le DDoS qui revient régulièrement, ça va continuer. On a les fuites de données qui sont actuellement quand même épouvantables, et ça touche là tout secteur. C'est sûr que quand on regarde une fuite de données qui touche une mutuelle sur des données personnelles, une autre qui va toucher les clients d'un grand magasin, ou une autre qui touche un industriel de défense, on peut légitimement se poser des questions, vu la taille, le truc, si c'est les mêmes groupuscules, les mêmes finalités. Bon.
Oui, le chiffre des 41%, et encore c'est du déclaratif, en tout cas il est important. Le sentiment qu'on peut avoir lorsqu'on est un attaquant, c'est peut-être de penser que c'est plus facile dans le secteur public et dans les collectivités territoriales, pour ce qu'on a décrit auparavant, peut-être de sous-investissement financier, technique, humain, ou du legacy qui n'a pas été géré, donc on se dit on y va. Je pense que tu as raison Arnaud, je te rejoins complètement, il ne faut pas tomber dans le complotisme. Il y a des attaques ciblées liées à des sujets géopolitiques, mais bien souvent sur des entités massives. L'organisation de la cyber est relativement simple. Il y a des gens qui essayent de ponctionner de la donnée partout, la revendent à des mafias. Les mafias ensuite s'adressent à des sociétés qui font du ransomware as a service. Et ensuite, c'est des attaques massives, aléatoires. Et quand on est au milieu, effectivement, on l'apprend. Je pense que le temps qu'on peut passer à être complotiste, à chercher le pourquoi, on ne le passe pas le comment et qu'est-ce que je fais après. Et l'assurance dont on parlait au début, celle-là, elle ne servira pas grand-chose dans ce cas-là. Donc le sujet, c'est d'avoir un plan, peut-être un plan de résilience nationale, monter le niveau de manière différenciée entre de l'étatique et une collectivité territoriale, et préparer, accompagner, prémunir et faire le lien avec ce qu'on disait tout à l'heure. C'est une stratégie de puissance et de défense. Je parle sous ton contrôle, amiral. Oh, je suis retraité heureux. Retraité actif. Actif et heureux. Très heureux. Je partage à l'écran justement les chiffres dont on parlait. Donc on a 41% des victimes de rançongiciel appartiennent au secteur public. C'est une tendance aussi qu'on retrouve au niveau européen, puisque c'est 38% au niveau européen. Alors pour revenir justement sur la question des rançongiciels, puisque c'est des questions aussi qui se posent à distance, je vois un petit débat, notamment sur la question de l'IA. Donc plusieurs formulations de la question, mais l'idée est toujours la même, c'est est-ce que les antivirus et systèmes de sécurité, donc de pare-feu, aujourd'hui sont capables de suivre et de détecter des rançongiciels, mais qui sont boostés à l'IA. Parce qu'aujourd'hui, on n'est pas dépassé. Alors, il faut sortir la boule de cristal. Moi, je trouve que c'est un petit peu la tête. C'est enregistré, on doit faire attention à ce qu'on dit. C'est un petit peu la tarte à la crème. Oui, Il y a, tout à fait il y a une criminalité qui est innovante, qui est galopante. Donc il y a les hackers, c'est des bac plus 5, équivalent bac plus 5. Ils sont aussi innovants que ceux qui défendent. Sauf qu'ils ont l'initiative. Donc pour ça qu'ils vont utiliser plus rapidement les dernières technologies. De l'autre côté, la défense, elle va évoluer elle aussi. Moi, il n'y a pas une boîte cyber aujourd'hui qui ne vient pas expliquer qu'elle a la meilleure IA du monde, que grâce à ton IA, elle est capable de faire des plans de remontation. Là. Donc là aussi, le débat, c'est concentrons-nous sur la façon dont on se défend. Sur le CTIage, sur la mise en commun de choses, sur la façon dont on se défend, sur la façon dont on gère une crise à l'intérieur, parce qu'il ne faut jamais faire de suppositions sur son ennemi. Votre ennemi, s'il a envie de rentrer chez vous, il rentre. Donc après, il faut regarder comment on le gère, comment on fait de la gestion de crise, comment on s'entraîne, comment on est capable d'aller chercher un attaquant qui est rentré pour l'empêcher de se déplacer à l'intérieur, tous des processus qui sont importants pour gérer. Puis après, il faut regarder, si je suis attaqué, où sont mes amis ? Est-ce que j'ai les contrats qu'il faut, d'assurance, d'entité de rémédiation? Est-ce que si je suis une PME, est-ce que à côté de chez moi, j'ai un expert cyber que je connais bien et que je sois sûr qu'il sera là le jour J où je serai pas tout seul? Si j'ai un magnifique contrat passé, j'en sais rien, en Irlande, le jour où j'aurai une vraie merde, c'est loin l'Irlande, hein. Voilà. Il faut prendre un bateau, traverser l'Atlantique, et puis revenir. Voilà. Non, je pense que c'est ça qui est important, c'est se préparer à la crise. Puis après, qu'elle arrivera au final. C'est quand. Voilà, on parle de l'IA, dans 6 mois, on parlera d'autre chose. Non. L'IA, je suis totalement d'accord, c'est un peu la tarte à la crème. On s'y prépare, effectivement, en parlant de gestion du risque, analyse des risques, préparation à la crise, c'est une chose, mais on s'y prépare aussi pour ne pas être attaqué. Et si on est attaqué, c'est parce qu'on est attaquable. Et donc déjà, connaissons-nous bien, connaissons nos lignes de défense, mais aussi nos systèmes. On parlait de legacy, on parlait de... Voilà, je pense qu'il y a un gros travail à faire, mais c'est visiblement pas que dans le public, parce que moi, j'ai reçu plein de messages de boîtes privées qui me disaient « Oh, oups, on a eu un petit incident, pardon. Il y a toutes vos données qui sont parties. J'ai moins reçu de la part des services publics. » Bon, c'est une parenthèse que je referme. On a une superficie d'attaque, on l'évoquait tout à l'heure, qui est extrêmement importante, puisqu'il y a un grand nombre de services qui sont ouverts, évidemment, au public, ça va de soi, donc forcément on a une grande surface. Moi, je pense qu'on s'y prépare à ça en se disant, et c'est ce que je porte auprès des dirigeants, c'est ne vous posez plus la question de savoir si on parle d'une menace
elle est réelle, elle est active et on a des problèmes. Là, on ne peut plus parler de risque, on parle de problèmes. Oui. Donc désormais, une fois que vous avez ça en tête, partez du principe où quand on va parler d'un système d'information, vous allez avoir des problèmes. Et posez-vous la question, sur quoi j'ai pas envie d'avoir de problème. Et vous allez construire votre SI aussi autour de ces différentes lignes de défense avec cette réflexion métier. Nous, on s'était basé sur deux notions, la protection, le classique, puis aussi pour pouvoir la notion de défendabilité. Oui. Voilà. Et l'IA, ça va qui est un peu différente. Oui. Ouais, pardon. L'IA, ça va devenir un peu comme le débat qu'on a eu sur les OS avant. C'est-à-dire dans quelques années, non mais j'ai appris ça à l'école, donc je veux le même, j'ai le même à la maison, je veux la même. Elle me parle mieux, je préfère, elle est plus sympathique et autres. On va avoir ce même problème-là. Et après, pour un peu de légèreté, ça me fait penser un peu au turbo. Dans les années 90, tout était turbo. Là aujourd'hui, on a tout qui est... Tu allais parler du poisson. On a faim un peu. Non mais voilà, ça a l'air fantastique. Mais ouais, les IA, c'est un gros sujet, mais je suis d'accord avec Arnaud sur la partie défense. On a des grosses entités qui ont 65 000 milliards d'IOC, on en avait parlé à la dernière émission, quotidiennement récoltés et qui entraînent leurs IA dessus. Donc, la balle est partie, on ne l'a pas encore reçue. Alors, j'ai posé une question donc, qui fâche, donc je lance le débat. Est-ce qu'il faut payer les rançons en cas de rançon logicielle ? Je pose la même question au public. Pensez-vous que payer une rançon en cas de rançon logicielle est une bonne stratégie pour un service public ? Non. 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 Là, on peut se référer à Alain Bauer. On est sur un sujet de criminalité. Oui. Et comment on gère la crise. Et dans la crise, comment on gère la rançon. Si c'est un vote où il faut dire oui ou non, non. Je pense qu'il ne faut pas la payer. C'est même une conviction. Pour moi, deux raisons fondamentales. La première, c'est que les terroristes, vous les terrorisez, donc c'est non, et si on les paye, on alimente tout un système, donc c'est non, et c'est pour ça qu'il faut s'y préparer, parce que qu'est-ce que je ne veux pas perdre, et typiquement avoir des bonnes aussi politiques de sauvegarde, ça aide bien, et ça aide pas à conserver ces données, enfin en tout cas à ce qu'elles ne soient pas parties, mais en tout cas à les retrouver. Et puis l'autre élément, c'est que c'est pas parce que je paye que les données ne sont pas parties, et c'est pas parce que je paye que je suis sûr de les récupérer. Donc il n'y a aucune certitude avec un brigand. Donc il faut dire non, et ensuite il faut assumer la conséquence de dire non. C'est-à-dire que là, malheureusement, j'en vois passer quand même régulièrement, c'est non, et assumer les conséquences dans le temps. Parce que c'est des conséquences, parce qu'on ne saura jamais si on avait dit oui, ça aurait été résolu. On ne le saura jamais, tant pis, mais on construit sur ça et sur notre capacité à reconstruire. Et il ne faut pas reconstruire en se posant trop de questions, c'est non. Voilà. Mais, en tout cas, c'est toujours pouvoir dire non, il faut s'être préparé. Oui. Et on revient à la case départ. Ouais. Voilà. Celui qui n'est pas prêt, celui qui est désarçonné, celui qui est perdu, à un moment donné, il va avoir tendance à payer dans une espèce de fuite en avant pour fuir ses responsabilités. Le cercle vicieux. C'est vicieux. Et aujourd'hui, on ne peut pas dire que les attaques cyber soient quelque chose de nouveau, quoi. Non. Et puis, ça fait déjà la sensibilisation, elle a commencé dans les années 2010 de façon très dure partout. Il y en a plein des journaux. Il n'y a pas un patron de PME aujourd'hui ou de grande entreprise qui peut dire qu'il n'était pas au courant qu'il y a une menace informatique. Ou alors qu'il change de métier, quoi. Non, voilà, qui regarde cette émission. Ouais. Exactement, qui regarde cette émission. Bon, il suffit qu'il lise n'importe quel journal. C'est partout, quoi. Je voudrais qu'on parle des réglementations, parce que forcément, moi j'avais eu un expert qui m'avait donné une phrase que j'aime beaucoup, que je réutilise, qui disait on est dans une situation d'inflation de la réglementation. Et donc je pense notamment à NIS 2, au CRA. Est-ce qu'aujourd'hui c'est un frein pour les c'est un frein justement pour les investissements en cybersécurité ? En quoi ça sera un frein aux investissements en cybersécurité ? Au contraire. Enfin, si on parle de NIS 2, si on parle de NIS 2, c'est un catalyseur. Oui. Enfin, c'est pas un carcan. Alors, trop de normes tue la norme. On va pas enfoncer trop de portes ouvertes, mais il y a quand même dans tout ça des normes qui sont salutaires. Moi, je pense que NIS 2 doit être un catalyseur, et dans ce sens, ça favorise l'investissement, surtout que ça le flèche plus vers de l'investissement dit souverain. Je ne sais pas si on aura le temps de définir ce qu'on met derrière souverain. C'est la question d'après. Il peut y avoir des sociétés souveraines en France, solutions françaises assemblées en France, avec un capital étranger. Est-ce que c'est souverain ? On peut se poser la question. Je ferme cette parenthèse. En tout cas, non, je pense que si on parle de NIS 2, dans la question que tu poses, on parle de NIS 2, je pense que c'est un catalyseur. C'est certainement pas un carcan. C'est une chance de transformation. C'est pas un frein. Mais là, je passe la main. Mettez votre ceinture. Ministère. Moi, j'ai envie de dire quelque chose autour de la ceinture. Je suis en train de penser à ça.
Moi, j'ai connu mes parents conduire sans ceinture, avec 4 gosses à l'arrière sans ceinture. Les ceintures, elles étaient dans le véhicule. Le véhicule, il était déjà équipé avec des ceintures devant, derrière. C'était une CX à l'époque, je me rappelle. Et pourtant, on ne mettait pas de ceinture. Puis un jour, la loi est passée par là, le gendarme est passé par là, et on a tous mis une ceinture. Et puis, on y a tous mis aussi du sens. Je reviens sur l'histoire de sens parce que ça m'est cher. Pourtant, et on a juste dit... il faut faire le minimum, c'est mettre votre ceinture. Et souvent, les systèmes, je voulais revenir sur ça pour ce parallèle, les systèmes, ils sont déjà équipés avec des éléments de sécurité. Nos organisations, que j'appelle systèmes, ont ces éléments de sécurité, mais parfois on les oublie, parfois on les utilise pas. Et là, il faut, quelque part, je suis assez personnellement favorable à un système réglementaire un peu plus fort. Alors oui, il faut faire attention à l'inflation réglementaire, mais il faut que tout le monde s'élève en même temps. C'est aussi ça, là, l'objectif, c'est d'élever le bouclier, parce que on parlait de forte hétérogénéité au sein du secteur public, mais on peut parler de toutes les entités publiques comme privées. Si on veut être résilient collectivement, il faut que tout le monde monte. Et pour encourager tout le monde, il a fallu passer, parce qu'il y a eu plein d'initiatives par le passé, il a fallu passer par un vecteur réglementaire. Si on n'avait pas dit dans le secteur public, je vais prendre un parallèle que je connais bien, si on n'avait pas légiféré sur les services départementaux, ils doivent être d'incendie et de secours, ils doivent être départementaux et puis communaux, je viens d'un secteur où ça ne se serait jamais fait. Ouais. Donc il a fallu aider. Là, c'est un petit peu pareil. Il faut aider les entreprises avec ce levier-là. C'est un levier et pas une cravache. Voilà. Il faut le voir comme ça. Moi, je pense oui, c'est un passage obligé. La réglementation et la loi, malheureusement, sont les seuls qui vont aider. On l'a bien vu avec la LPM 2013, NIS 2, RGPD et ainsi de suite. D'un autre côté, maintenant, du coup, on se retrouve avec un nombre de normes important et qu'il y a un travail probablement de simplification à faire pour que quelqu'un qui ISO machin crédite automatiquement une partie. Donc, il y a un travail réglementaire à faire fantastique au-dessus pour éviter justement de tomber la norme tue la norme. Quoi, voilà. Et puis, deuxième chose, il y a un travail à faire au niveau de l'Union européenne parce qu'on prend NIS 2, c'est transcrit à peu près par 27 pays de façon différente où ils disent à peu près la même chose, à la virgule en la déplaçant, on met l'article du schmoll à tel endroit, voilà. Mais donc c'est ça, c'est ça qui est aberrant, quoi. C'est d'avoir au niveau de l'Europe 27 réglementations différentes à partir d'une directive. Donc c'est pour ça que l'Europe, au lieu de faire, je vais me tromper, des directives et des réglementations, ferait mieux de faire une réglementation qui s'impose de la même façon à tous les pays, plutôt qu'une directive que chaque pays ensuite implémente un peu à sa guise. Mais ça, voilà, il y a des actes que l'Europe soit politique. Voilà, aujourd'hui, c'est une banque centrale. Voilà, il y a des choses qui peuvent être largement améliorées, mais le passage est important. Ouais, et c'est aussi le passage pour faire de la souveraineté et de contraindre les entreprises étrangères qui sont en Europe à respecter un certain nombre de règles. Le RGPD, Safe Harbor, toutes les discussions de bras de fer avec les États-Unis, on le voit, les dernières déclarations la semaine dernière, Trump aujourd'hui ayant réussi à calmer la guerre. Il y a un front qui va s'ouvrir, qui est les GAFA vont revenir pour faire modifier toutes les lois européennes qui leur sont défavorables. Et je pense qu'on peut s'attendre sur un front assez fort dans les semaines à venir sur des GAFA décomplexés par les succès de Trump. Alors on arrive à la dernière on n'a pas parlé de Dora. Tu voulais parler de Dora? On va quand même dire un mot sur Dora qui rentre en vigueur cette année dans le secteur de la finance. Dora, mais je te laisse Dora. Vas-y. Voilà, non, moi j'ai adoré. Exploratrice. Voilà, on ne peut pas y couper quand même. Moi j'ai adoré ce que j'ai entendu. Il faut qu'on optimise. Dora, les piliers, c'est intéressant. L'approche par les risques, tout le monde devrait en faire. Et c'est un bel effet parce que de levier sur les sujets de cybersécurité, parce que les mauvais élèves, ils ont été obligés de se mettre potentiellement, si on avait, je dis pas, mais ils ont été obligés de s'y mettre. Donc c'est très bien. Faire une approche par les risques, par exemple, c'est très bien. Gérer ses tiers, c'est très bien. Et après, la dérive, il faudrait trouver quand même les liens avec les normes, par exemple, pour ceux qui sont déjà certifiés, pour ceux qui appliquent déjà un framework, quel qu'il soit, que ce soit l'ISO ou NIST ou autre. Il faudrait trouver un levier, une passerelle entre les deux. Il faudrait arrêter de décliner. Ça, je suis totalement d'accord parce que c'est une perte de temps. Et puis, quand on met la surcouche de la surcouche de la surcouche, faire une approche par les risques, ok, mais forcer à les exporter dans une extension spéciale, avec un format spécial et des dizaines de colonnes pour les uploader à travers un portail web, donc les choses, je suis désolé, je suis en train de pointer quelque chose du doigt, là, les gens de la finance repéreront, ça va un peu loin. En fait, donc on pourrait très bien s'en sortir avec des outils adaptés à la taille des ETI, des PME et autres. Donc voilà, on en revient un peu là, c'est que
encore une fois, on a des bons principes, on a des bonnes idées, et puis après, on franchit le cap où ça devient, finalement, au lieu d'apporter de la valeur, ça en détruit légèrement, parce qu'on pourrait faire autre chose pendant ce temps-là. Donc moi, je suis pour les normes, ça participe à élever le niveau. Voilà, c'est pas un frein. Au contraire, l'ISO 27001, par exemple, je vais parler de celle-ci parce que j'ai une expertise sur celle-ci. J'ai accompagné plein d'entités dans la certification ISO 27001. Bien utiliser les 93 points de contrôle qu'on va regarder, c'est vraiment la manière de couvrir son système de management de la sécurité, de faire un 360. C'est structurant. Voilà, c'est structurant. On ne va pas se le cacher. Maintenant, si dans la norme, ça s'appelle un plan de sauvegarde, il ne faut pas que la réglementation réinvente le programme de sauvegarde, quoi. À un moment donné, il faut qu'elle admette que c'est la même chose. Les tests d'un côté et les tests de l'autre, ça reste des tests. Et la résilience, c'est bien de la porter et de l'amener. Concrètement, ça va aussi être des tests résiliés et on apporte la preuve qu'on arrive à continuer à fonctionner en ayant des échecs. Donc, moi j'aime bien ce que j'entends. C'est vrai qu'il faudrait qu'on arrête de tout le temps tout décliner. Alors, c'est pas... Tu l'as dit, hein. Oui. Mais au final... ça a fini ton sujet, donc j'ai arrêté. Ouais, mais l'Europe l'est quand même, au final. Ça pourrait faire l'objet d'un autre débat. Ah, mais je pense qu'on pourrait rester encore assez longtemps. Non, mais il voulait qu'on reste 2h30. Exactement, il voulait qu'on reste 2h30. Alors, j'ai une dernière question, forcément, pour conclure tout ce qu'on s'est dit autour de la question de la souveraineté. C'est comment on peut concilier les achats publics, la cybersécurité et la souveraineté numérique. Est-ce qu'il ne faudrait pas, justement, réviser les règles de commande publique? Est-ce qu'il y en a peut-être déjà? Moi, je ne comprends pas bien la question sur réviser la commande publique. Parce que c'est pour ça que j'ai dit, est-ce qu'il y en a peut-être déjà? La commande publique, moi, je voudrais un petit peu déporter la question. La commande publique, non mais c'est pas bien. L'organisation de... C'est pas ma question, mais c'est ma réponse. La commande publique, elle est là quand même pour protéger d'un certain nombre de dérives qui ont pu être connues par le passé. Alors oui, ça va être critiqué, c'est critiquable, bon, je ne rentre pas là-dedans. On peut mettre à l'intérieur des clauses qui sont liées à la souveraineté, qui sont liées à la présence, à la participation de PME, etc. Il y a des possibilités réglementaires. Je ne suis pas du tout spécialiste de la question, mais je sais que ça existe. L'autre chose que je voulais dire, c'est qu'on pourra changer autant de fois qu'on veut la règle de la commande publique. Il faut aussi se mettre en capacité de contrôler les solutions qui sont achetées, la supply chain, et ça, c'est peut-être une grosse difficulté, c'est un gros chantier, en tout cas, qui est engagé au sein des entités, mais privé comme public d'ailleurs, c'est je confie une partie de mon système d'information à un prestataire X ou Y, et puis du jour au lendemain, il était hébergé là, et puis il décide d'être hébergé. Déjà, comment je suis ça? Comment je vérifie que... Parce qu'on a un closier dans les marchés publics qui énumère un certain nombre d'obligations. Typiquement, s'il dit que ça devait être hébergé, je vais donner un exemple en France sur du Secnum Cloud, et que le prestataire, pour une raison économique ou technique, pourquoi pas, il dit non, mais à partir de maintenant, ça sera chez Google à l'autre bout du monde. Faut qu'on ait la capacité, d'avoir prévu le rétro-engineering pour récupérer tout ça, des clauses de réversibilité. Il faut qu'on ait la capacité de réagir, l'envie de réagir, et du monde derrière pour faire appliquer des pénalités. Et souvent, tout ça, ça nécessite des agents, du monde pour intervenir. Mais on sait faire, ça s'est fait. Je n'ai pas d'exemple concret là que je peux citer, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est une réalité, mais je connais aussi la difficulté que rencontrent les organisations à pouvoir faire ça. Mais public comme privé d'ailleurs, oui. de tout suivre. Parce que, et puis, il y a une question aussi d'obligation à la transparence, donc c'est là où je reviens sur la norme, d'obligation à la transparence de la part de ces prestataires, quand ils mènent ce type d'opération, de bien le signaler, pas juste à travers un petit mail pour dire au fait, on s'en va. On a décidé stratégiquement de faire ce choix-là. Contractuellement, on vous doit de vous le dire, vous avez le choix de nous quitter. Et l'autre levier, c'est de ne pas être enfermé dans une technologie, de ne pas être enfermé avec un prestataire. Et ça, c'est prévu dans les règles de la commande publique. Donc, c'est moins de changer la commande publique que de se l'approprier et ensuite de la contrôler. Je trouve que dans la commande publique, c'est un peu le sujet d'actualité. D'un côté, la commande publique, comment on l'applique à travers le Code des marchés publics qui permet de faire des tas de choses.
Donc on n'est plus sur une problématique de comment j'applique le code des marchés publics, quel type de consultation j'accepte de faire. Donc on peut très bien faire des consultations de niveau de sécurité, ou consultations réservées, ou ainsi de suite. Et puis l'autre côté, on est sur au-delà de la commande publique, on est sur le réglementaire pour favoriser justement la commande publique. Donc c'est deux sujets différents. Typiquement, décider de dire les données de santé des citoyens français manipulées par dans le cadre de ce qui est gouverné par les ARS et par le ministère de la Santé doivent absolument rester sous le cadre juridique français. Et ça génère de la commande publique vers des entreprises qui seront sous cadre français. Voilà, qu'on attende des réglementations comme ça au niveau français, puis surtout qu'on arrive à les vendre et à convaincre nos partenaires européens de faire la même chose. Là, on créera de la commande publique à partir de sujets politiques. Et derrière, du coup, il y aura un marché qui sera très... Mais je pense surtout que le débat, il est sur la donnée, il est qu'est-ce que l'on fait, nous, pouvoir public, vous, pouvoir public, je ne sais plus, des données que les citoyens nous confient. Voilà, quand je donne mes données à la telle mairie, c'est pas pour qu'elles soient bradées, mises sous un cadre juridique qui n'est pas le mien. Français aujourd'hui, chinois quand Alibaba va arriver, parce qu'il va coûter moins cher. Donc il y a des choses qui sont... Et ce qui est intéressant, moi j'ai un peu avec mon recul, dans les affaires de numérique et de cyber, c'est toujours nos hommes politiques, toujours nos députés de représentation nationale qui ont fait avancer les hommes politiques. C'est le rapport Lasbord, c'est le rapport de Romani sur la cyber. La loi SREN, elle a été portée par Anne Le Henaf et Philippe Latombe principalement, alors que les trucs étaient quasiment dans les tuyaux depuis quelques années. Donc je pense qu'il y a vraiment un rôle à jouer, pas notre représentation sur tous ces sujets-là. Et ce qu'on peut appeler de nos voeux, c'est qu'au lieu d'avoir une petite dizaine ou 5, 6 députés, il y en ait 20, 30, 40 qui comprennent que le numérique c'est un nouvel espace, que c'est l'endroit créateur de richesse, mais aussi de dangerosité pour nos enfants, ou ainsi de suite. Et puis avec un niveau de compréhension de maturité, en disant, c'est pas suffit pas de faire une loi ici signée par 15 députés pour qu'elle soit applicable. Je te rejoins complètement. Donc il y a besoin d'acculturation, de culture et de formation des élus de tout niveau. Tu parlais de critères de performance, de souveraineté. On parlait souvent de performance, maintenant de souveraineté. Moi, je pense que la commande publique, avec ou sans stratégie de puissance, I have a dream, c'est un formidable levier. C'est un outil pour aller vers la souveraineté numérique, ou à minima, la résilience numérique. C'est un outil éminemment qui n'est pas administratif, c'est souvent vu comme un outil administratif rébarbatif, complexe, mais si on décale de 5 degrés le champ de vision, c'est un outil politique, comme tu disais très justement, avec le législateur derrière pour flécher la commande publique. Donc il ne faut plus la subir, il faut la maîtriser, la diriger, la flécher pour, in fine, avoir des critères de souveraineté, des modèles de mutualisation, des modèles peut-être de réversibilité, d'interopérabilité, des critères de performance. Et donc à partir de là, je pense qu'à travers la commande publique, avec une impulsion politique, on va réellement accompagner le décideur, qu'il soit politique ou dans les services numériques. Donc c'est un formidable levier par des centrales d'achat, et d'ailleurs il y en a beaucoup, et il y a une mission qui a été commandée pour faire un peu le point sur ces centrales d'achat, ou par l'appel d'offres. Et d'une certaine manière, le législateur devrait encore plus inciter et s'assurer que les PME dans nos territoires peuvent répondre. C'est déjà dit, mais je pense qu'il faut l'amplifier, peuvent répondre à la commande. Je trouve qu'un signe annonçateur, c'est la nomination d'Anne Le Henaf, même si le gouvernement ne dure pas très longtemps, j'en sais rien, qui vient des territoires, qui connaît bien le sujet, qui s'y investit depuis des années et des années, et qui a une connaissance justement du cœur des collectivités territoriales et de tous ces sujets, très fine. Pourvu que le gouvernement dure, au moins pour Anne Le Henaf, si elle nous entend. Il y a une chose que j'ai pas entendu, alors il faut m'excuser, mais dans les critères, justement, la cybersécurité, c'est pas prépondérant, hein. C'est la note financière. Donc à un moment donné, si on veut faire peser le poids de la cybersécurité dans ça, il va falloir bien la noter, la mettre en avant, la pondérer, pour qu'elle ait un rôle à jouer et qu'elle soit déterminante dans le choix. Au même titre que la RSE, on va arriver dans les appels d'offres. J'allais ajouter déjà, la cybersécurité. Oui, non, mais voilà. Il y a ce transformation. C'est mon sujet, donc il faut focaliser là-dessus. Et la note aujourd'hui, elle est totalement anecdotique par rapport à la note financière. Donc déjà, s'il y a un engagement fort sur la cybersécurité et que derrière, on définit des critères détaillés avec souveraineté, comme tu l'as dit, et autres, là, oui. Et aujourd'hui, pas du tout. C'est en lien avec ce que je disais tout à l'heure, et j'ajoute que
peut-être un des leviers, c'est aussi de passer par l'analyse de risque par rapport, par exemple, au système d'information. C'est parce que t'es FSSI, ça. Certainement, mais je suis venu pour parler de cybersécurité, donc ça tombe bien. Ce que je voulais dire, c'est que l'analyse de risque permet aussi de mettre en avant les éléments que je veux protéger, le niveau de sécurité que je dois mettre en face. On parlait de données de santé, par exemple, ça fait partie de l'analyse de risque classique. Mais derrière, la commande publique, elle va être liée à cette analyse de risque. Et parce qu'elle va être bien structurée et parce qu'on va l'améliorer, parce que c'est déjà en cours, et je félicite tous les collègues qui travaillent sur ce sujet-là au quotidien, parce qu'on va affiner cette commande publique, on va aussi affiner la réponse. Et ce que je constate, c'est qu'aussi dans les réponses de l'ensemble des prestataires, répondre à un cahier des charges de sécurité, c'est pas très compliqué. Il suffit juste de le demander. Ils ont l'habitude, quand ils répondent à des grands groupes, etc. Il faut qu'on la demande, il faut qu'on soit en capacité de nous-mêmes de l'analyser. Mais les demandes parfois un peu considérées comme spéciales dans le secteur public, parce qu'on a des enjeux spéciaux, des modes de fonctionnement peut-être un petit peu spéciaux, parce que très larges et très spécifiques, ça élève aussi la réponse. Donc cette commande publique, je pense qu'elle peut vraiment favoriser la création de solutions de sécurité, pour ne parler que de ça, et leur diffusion dans l'espace européen, et espérons-le au-delà. Mais j'y crois. Alors on arrive à la fin de cette émission, Cyril, tu avais raison, on a dépassé finalement, mais aussi parce qu'il y avait énormément de choses à dire. Je finirai juste sur le résultat du sondage, parce que je suis dans la dénonciation ce soir. Pensez-vous que payer une rançon en cas de rançon logicielle est une bonne stratégie pour un service public ? 95% non. Et on a une personne qui a répondu oui, donc il va falloir se dénoncer. Voilà. Quand on va descendre, il va falloir lever la main. Alors, on remercie chaleureusement du coup les intervenants. Merci d'avoir répondu à mes questions. Le public, vous avez été très nombreux. Beaucoup de commentaires, beaucoup de questions. Malheureusement, comme vous avez pu le voir, le débat était dense. Je n'ai pas pu poser beaucoup de vos questions. Donc, je vous remercie de nous avoir suivis ce soir. On était en partenariat avec Adista, donc qui a soutenu ce sujet-là. Et puis, si vous avez des questions, vous avez envie d'en savoir plus, chacun des intervenants autour de la table a son propre LinkedIn. Aujourd'hui, la technologie est formidable. On peut directement communiquer avec les différentes personnes. Je vous dis une excellente soirée et à la prochaine émission Risque Intel Média. Merci beaucoup. Merci. Et les vieux ont besoin de dormir.